On dit qu'au nord des Hébrides extérieures, il y avait jadis une île nommée Irgal. Les cartes modernes ne la montrent plus, et les marins qui sillonnent cette région n'en parlent jamais sans détourner les yeux. Pourtant, l'île a existé. Un roc nu, battu par l'Atlantique, sans arbres, sans rivière, sans vie. Un doigt de pierre noire dressé contre le ciel, hérissé d'un phare que les anciens appelaient la tour. En 1912, l'amirauté britannique y avait envoyé une équipe de 4 hommes pour réactiver ce phare oublié. Officiellement, il s'agissait de restaurer une vieille installation stratégique pour la navigation. Officieusement, l'on murmurait que l'endroit n'était pas sans histoire, que des hommes y étaient venus et n'en étaient jamais revenus. Le 5 novembre, la goélette de ravitaillement les déposa sans cérémonie. Le capitaine ne leur serra pas la main, il ne coupa pas les moteurs, il lança les caisses de provisions sur des rochers détrempés, puis repartit sans un mot. L'un des hommes, un jeune lettré nommé Ewan, fit une remarque sur l'absence de courtoisie. Le plus âgé, Calder, se contenta de hausser les épaules. L'île n'était pas faite pour les salutations. Irgal s'élevait du flot comme une mâchoire fossile. Le vent y soufflait sans relâche, chargé d'un sel si épais qu'il collait à la peau. Aucun oiseau ne volait au-dessus de la terre noire. Aucun bruit, hormis celui du ressac et du vent. Le phare massif, en pierre noire, semblait taillé dans le même bloc que l'île elle-même. Il avait été restauré une première fois à la fin du XIXe siècle, mais il en restait des fondations plus anciennes, plus larges, bâties dans un style que nul n'identifiait. Des blocs étrangement symétriques, profondément enfoncés dans le sol. Les 4 hommes, Calder, Ewan, Matson et le narrateur, s'installèrent sans mot dire. Le narrateur, chargé des relevés météo et du journal de bord, était un homme précis, méticuleux, peu bavard. Il aimait les choses en ordre, les rythmes réguliers, les mots bien posés sur le papier. Ce qu'il allait écrire là-bas allait briser ses repères à jamais. Dès le premier soir, une étrange tension s'insinua. Ce n'était pas trop de la peur, pas encore. Plutôt une sorte de pression dans l'air, comme une atmosphère lourde. Le vent semblait ne jamais changer de direction, toujours orienté vers l'intérieur de l'île, comme s'il soufflait non depuis la mer, mais depuis le sol. Le 3e jour, Calder jura avoir entendu frapper à la porte en pleine nuit. 3 coups, espacés, fermes. Lorsqu'ils ouvrirent, il n'y avait rien. Mais le matin, sur le seuil, quelqu'un ou quelque chose avait disposé avec soin, en cercle, de petits cailloux blancs parfaitement alignés. Ewan en fit un croquis dans son carnet, le trouvant rituellement fascinant. Matson, lui, les balaya d'un revers de botte et n'en parla plus. Dans les jours suivants, la routine s'effilocha. Le phare semblait réagir à leur présence. La lanterne tournait parfois seule, même lorsque le mécanisme était coupé. Des objets disparaissaient. Des voix, à peine audibles, résonnaient dans les murs, surtout la nuit. Ewan parlait dans son sommeil, dans une langue que personne ne reconnaissait. Calder devenait irritable, claquant les portes, surveillant la mer à la jumelle. Matson, lui, passait de plus en plus de temps dans le local technique. Il y traçait des symboles au crayon blanc, sur les murs, sur les poutres, sur ses bottes. Lorsque le narrateur lui demanda ce que c'était, il répondit simplement des mots de verrouillage. Puis Calder disparut. Il avait pris son tour de garde au sommet du phare. À son retour, personne. On monta, la lanterne tournait, encore lente, silencieuse, mais Calder n'était pas là. Il n'y avait que ses bottes, posées bien droites contre la balustrade. Et gravée, à même la suie sur la vitre, une phrase. Il est passé par la lumière. Après la disparition de Calder, un silence pesant s'abattit sur les 3 hommes restants. Le narrateur tenta de consigner les faits rationnellement, comme on lui avait appris. Disparition inexpliquée, aucune trace de lutte, pas de corps, vent fort, susceptible de fausser les sons. Mais même en l'écrivant, il sentait ses propres mots glisser, comme si leur poids se dissolvait. Ewan perdit pied. Il restait des heures dans la salle de veille à fixer les rotations de la lanterne. Il griffonnait sans arrêt dans son carnet des pages entières de cercles, de runes, de mots inconnus. Il disait que la lumière lui parlait, qu'elle chantait depuis les profondeurs. Parfois il riait, sans raison. D'autres fois, il s'immobilisait, figé comme une statue, les yeux écarquillés. Le narrateur découvrit qu'il écrivait en miroir, à l'envers, d'une main qui ne tremblait jamais. Matson, lui, semblait s'être préparé depuis longtemps. Il dormait peu, et toujours à l'intérieur d'un cercle qu'il avait gravé lui-même dans le plancher de sa chambre. Il s'y enfermait chaque nuit, entouré de sel, d'os d'animaux, et de petits objets suspendus en triangle au plafond.
Il refusait d'en expliquer le sens, se contentant de dire « On garde ce qui est en dessous, et ce qui est en dessous regarde ». Une nuit, le narrateur fut réveillé par un grondement sourd, pas celui du vent, plus profond, plus grave, comme une pulsation dans la roche elle-même. Il descendit dans la cave pour vérifier les fondations et y découvrit une trappe qu'il n'avait jamais remarquée. Un carré de bois ancien, cerclé de fer, marqué d'un symbole qu'il ne comprenait pas. Matson le suivit peu après, une lampe à la main. Il ne dit rien. Il ouvrit la trappe. Dessous, un escalier taillé à même la pierre, étroit, humide, s'enfonçait vers les entrailles de l'île. Le narrateur refusa de descendre. Matson, lui, alluma sa lampe, se signa et disparut dans l'ombre. Il revint 1 heure plus tard, le regard vide, le visage mouillé. Il n'expliqua rien. Il dit seulement « Il est déjà trop tard ». Le lendemain, Ewan avait disparu à son tour. Il n'y eut ni cri, ni lutte, ni tempête. Il avait simplement cessé d'être là. Son lit était intact, son carnet encore posé sur la table, ouvert à une page gribouillée de spirales imbriquées. Une traînée de sel partait du seuil de la pièce, longeait le couloir, jusqu'à la trappe de la cave, entr'ouverte. Le narrateur n'essaya pas de le chercher. Il s'assit au bord du lit et resta là, des heures, le carnet entre les mains. Les lignes tournaient encore, comme si elles aspiraient, le regard au centre. La nuit suivante, le vent cessa complètement. Le silence fut pire encore. Il monta au sommet du phare. À l'intérieur de la lanterne, il trouva Matson, debout, immobile, les mains écartées contre les vitres. Il s'était peint des symboles sur le torse au charbon. Il répétait des mots dans un murmure rauque, mais ses yeux pleuraient. Lorsque le narrateur tenta de l'approcher, Matson le regarda comme s'il le voyait pour la première fois. Puis il dit « Il monte par la lumière. Nous avons ouvert. » Et il sauta. Le bruit de son corps sur les rochers n'arriva jamais. Il ne restait plus que le narrateur et le phare. Pendant 2 jours, il n'écrivit plus. Il erra dans les pièces vides, mangeant à peine, buvant de l'eau saumâtre. Les machines tournaient encore. Pourtant, il n'avait remis aucun moteur en route. La lanterne brillait, sans carburant. Il cessa de compter les heures. Dans les murs, il entendait des voix. Elles ne parlaient pas une langue humaine, mais il les comprenait. Elles lui demandaient de descendre. Le 3e soir, il céda. Il descendit l'escalier de pierre sous la trappe, lampe à la main. Les marches étaient humides, creusées par le temps ou par autre chose. L'air se fait plus chaud, plus dense, chargé d'une odeur de sel, de fer et d'encens. Au bout d'une 20aine de mètres, il déboucha dans une salle circulaire plus ancienne que tout le reste. Les murs étaient polis comme du verre noir. Au centre, une dalle ronde. Et autour, taillés à même la roche, des visages, des dizaines, humains ou presque. Leurs bouches étaient ouvertes, leurs yeux inexistants ou fermés, ou inversés. La dalle palpitait. Il sentit la pulsation jusque dans ses paumes. Elle vibrait à chaque battement de son cœur, ou peut-être l'inverse. Les voix se faisaient plus claires, plus intimes. Il comprit qu'elles ne venaient pas du sol. Elles venaient de lui. Il tomba à genoux, le sel coula de ses yeux. Quelque chose bougea sous la dalle. Il se releva, il recula, il remonta. Dans les jours qui suivirent, il ne dormit plus, il ne mangea plus. Le phare fonctionnait de lui-même, les engrenages tournaient dans le vide, les vitres ne laissaient plus passer la lumière, mais une brume verte, dense, presque liquide. Il comprit alors. Le phare n'était pas un signal, c'était une prison. Il ne protégeait pas les marins, il retenait ce qu'il y avait en dessous. Et ce qu'il y avait en dessous avait faim. Il écrivit une dernière fois sur les murs avec ce qui lui restait de sang. Nous n'éclairons pas, nous veillons. Quelques années plus tard, une expédition menée par la Royal Navy trouva le phare vide. Le bâtiment était encore debout, intact, malgré les années. Aucun corps, aucune trace de lutte, rien que le vent. Dans la lanterne, les vitres avaient fondu. Au centre, pris dans le verre solidifié, un carnet. Le seul objet laissé derrière. Les pages étaient collées, le texte presque effacé. Mais une phrase revint, encore et encore, griffonnée dans la marge sur la couverture, sur la tranche. Ne cherchez pas Irgal, c'est elle qui vous trouve.